tout de suite pour cette première table ronde, la santé du dirigeant, les bonnes pratiques pour entreprendre en bonne santé, parce que ça, effectivement, c'est très important. Et on a la chance d'avoir le président Restineau nous disait qu'effectivement, l'intervenant de cette table ronde est quelqu'un qu'on aime écouter et qui est passionnant. Et on l'accueille. Je vous demande d'applaudir Monsieur Olivier Torres. Alors, je vous présente quand même parce que vous travaillez auprès de l'Observatoire à Maroc. Alors, à Maroc, on vous précise que cet observatoire fait partie du Portail du Rebond, qui, je le précise pour les personnes qui ne le savent pas, le Portail du Rebond regroupe un certain nombre d'associations, SOS Entrepreneurs, bien sûr, Second Souffle, 60 000 rebonds et l'Observatoire à Maroc. Voilà. Et donc, vous êtes un spécialiste de la santé, vous observez, vous analysez. Il y a des doctorants, des chercheurs qui travaillent, qui observent un petit peu partout en France et dans le monde le comportement de ces chefs d'entreprise et s'attachent particulièrement à étudier la santé de ces hommes et de ces femmes qui sont à la tête des entreprises. Parce que quand on est à la tête d'une entreprise, ben, c'est pas comme un salarié, j'allais dire, classique. Il y a voilà, on travaille peut-être plus longtemps, on a un certain nombre d'éléments à prendre en compte et qui impactent sur la santé. Alors, je vous laisse la parole parce que je ne vous couperai pas trop parce que c'est vrai qu'on est très heureux de pouvoir vous écouter parce que vous êtes un très très bon orateur. Bon, écoutez, alors, c'est parti. Alors là, vous avez mis la pression et... Ben oui, parce que je sais que vous intervenez un peu partout en France. Vous étiez hier, vous étiez où? Vous étiez où hier? J'étais à Tours. À Tours, voilà. Bon, dans une chambre des métiers. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci. Et peut-être qu'avant de commencer, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait encore plus de monde que l'an dernier. J'ai l'impression d'être à Nanterre en mai 68. Comme s'il y avait un climat insurrectionnel, mais je vois que Dominique Restineau, hein, voilà, on ne va pas faire mai 68. Alors peut-être Étienne Marcel face à Charles V, avec le prévôt de Paris, mais en tout cas, merci. Et je tiens à vous dire, vous, Parisiens, moi qui viens du Languedoc, je voulais vous le dire à vous, tout le respect et toute l'estime que je porte à Dominique Restineau. Voilà. Parce que non seulement je trouve que c'est un de vos présidents emblématiques, et je le dis très librement, il ne m'a rien demandé, mais quand je vois que Dominique vient avec moi à Jalogny, là-bas à côté de Mâcon, rencontrer des centaines d'agriculteurs pour là aussi parler de santé des agriculteurs qui sont aussi à mes yeux des entrepreneurs, des patrons patrimoniaux. Et quand je vois un président de la CCI de Paris venir retrousser ses manches partout en France, eh bien, je tiens à vous le dire, merci, ça fait chaud au cœur de voir que quelqu'un qui est à la tête de cette institution, quelle institution, est également capable d'aller voir tout le monde en province. Voilà. Donc moi, je vous applaudis. Voilà. Merci. Voilà. 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 Et je tenais à vous le dire. Alors, tout ça pour vous dire aussi à quel point je suis heureux d'être face au monde de la PME. Je suis un PMiste. C'est un terme que j'ai éprouvé le besoin d'inventer parce que je n'ai jamais enseigné que le management des PME. Et j'aime bien rappeler, où que j'aille, que 99,84% des entreprises en France sont des PME. Et quand je dis PME, c'est le mot pris dans sa diversité. Un agriculteur, un artisan, un commerçant, un professionnel libéral, que je sache, un expert comptable, il paye l'URSSAF et il cotise au RSI. Ce sont aussi des employeurs. Et tout ce monde-là, c'est 7 millions d'emplois. À titre de comparaison, les grands groupes dont on parle tant, et quand je dis ça, je suis fier pour mon pays d'avoir des groupes comme Michelin, comme LVMH ou comme Renault, ou, non, enfin Peugeot, excusez-moi, mais enfin, même Renault. Mais ce monde-là, c'est 4,5 millions d'emplois. 7 millions pour les PME, 4,5 dans les grands groupes. Et puis, il y a un troisième gros employeur en France. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, bonne réponse, l'État. Voilà, je suis moi-même fonctionnaire d'État. Et vous le savez, nous avons 5,6 millions de fonctionnaires en France. Alors, ce qui fait d'ailleurs de notre pays un des pays les plus administrés d'Europe. Et je ne rentrerai d'ailleurs pas dans le débat de savoir s'il y a trop de fonctionnaires ou trop de fonctionnaires. Mais globalement, vous l'aurez compris, les PME 7 millions, la fonction publique 5,5, les grands groupes 4,5. Mais permettez-moi de rajouter encore un chiffre que trop souvent mes collègues économistes du travail oublient, ce sont les travailleurs non salariés.
Je vous ai donné l'emploi salarié, mais les travailleurs non salariés, c'est-à-dire vous, enfin, très souvent les entrepreneurs, ceux qui cotisaient naguère au RSI, tous ces gens-là, c'est 3 millions de personnes en plus. Donc en vérité, la PME, c'est 10 millions d'emplois. 10 millions d'emplois, c'est-à-dire autant d'emplois que les grands groupes et la fonction publique réunis. Et pourtant, je ne cesse de le dire où que j'aille, les PME sont partout, sauf dans les livres. Les PME sont partout, sauf dans les théories. Et je pourrais vous montrer à quel point, quand on est ici à Paris ou ailleurs en province, quand on est ici en France ou partout dans le monde, quand on enseigne les théories managériales ou économiques, on vous parle du taylorisme, on vous parle du fordisme, on vous parle du toyotisme, on vous parle de l'ubérisation, on vous parle des GAFA, mais moi j'aime bien qu'on me parle aussi des PME. Et pour vous dire à quel point ce n'est pas dans l'esprit de beaucoup de nos élites, dont je veux croire que ce sont des hommes et des femmes de bonne volonté, un jour je dis à un de mes collègues, prof de finance de l'université de Montpellier, je m'intéresse à la santé des entrepreneurs. Il m'a répondu, ah, c'est un sujet exotique. C'est extraordinaire. Il y a 3 millions d'entrepreneurs dans le pays, s'intéresser à leur santé, c'est un sujet exotique. C'est ça qui est extraordinaire. Et vous le savez, il n'y a pas de santé au travail pour les indépendants. La plupart d'entre vous qui sont employeurs, vous cotisez pour la santé au travail de vos salariés, mais pour vous-même, il n'y a rien. Il n'y a pas d'épidémiologie de la santé au travail des travailleurs non salariés. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé l'Observatoire à Maroc. Alors, quels sont les principaux résultats? Je vais vous les résumer parce que je ne vais pas vous assommer de chiffres et d'équations, même si c'est le pain quotidien de mon métier. Mais je dirais que la question de la santé des entrepreneurs, hommes comme femmes, commence par une phrase que j'ai entendue des centaines et des centaines de fois, c'est « je n'ai pas le temps d'être malade ». Ça, je peux vous garantir que je l'ai entendu souvent. Et je tiens à le dire, hommes comme femmes. J'en ai même certains qui me disent « je n'ai pas le droit d'être malade », ce qui est encore plus terrifiant. Parce que ne pas avoir le temps, c'est une chose, mais ne pas avoir le droit d'être malade, comme si finalement les entrepreneurs étaient en dehors des lois de la biologie. J'en ai même certains qui me disent « je ne tombe malade que quand je suis en vacances ». Mais je l'ai entendu souvent. Et un jour, j'ai même un artisan du bâtiment qui m'a dit « mais moi, du coup, je ne prends plus de vacances ». Voilà. Et il me le disait avec un ton mêlé de fierté, voyez-vous. Non, non. Le capital santé du dirigeant, c'est le premier capital immatériel dans une PME. Quand Steve Jobs est mort, l'action Apple a perdu moins de 1%. Quand Christophe de Margerie est mort, 48 heures après, il était remplacé. Dans une petite entreprise, quand le dirigeant meurt, qu'est-ce qui se passe? Vous le savez très bien, un risque de dépôt de bilan. Et ça, c'est, à mes yeux, une des plus belles théories du management des PME qui a été forgée par le professeur Henri Mahé de Bollandel, de l'Université de Montpellier. Il y a un bastion, vous l'aurez compris, du PMisme en France à l'Université de Montpellier. Il appelle ça la théorie de l'effet de grossissement. C'est-à-dire le même phénomène qui peut paraître anodin dans un grand groupe peut devenir cataclysmique dans une PME. La démission d'un seul salarié, vous le savez, peut déstabiliser tout le système de gestion d'une petite entreprise. Moi, ça fait 31 ans que j'enseigne dans l'éducation nationale. Imaginons que demain, je démissionne. De vous à moi, est-ce que vous croyez que le ministre va s'en rendre compte? Allez, s'il vous plaît. Merci, merci. Mais vous l'aurez bien compris, ça ne changera rien. Et donc, du coup, la question de la santé, elle est à la fois essentielle et étonnamment, les principaux acteurs n'en tiennent pas compte. C'est la raison pour laquelle, eh bien, nous avons, avec mon équipe, j'ai ici un de mes doctorants, j'ai dirigé 8 thèses aujourd'hui sur ces questions, santé et entrepreneuriat. La dernière, c'était la semaine dernière, grâce d'ailleurs à une bourse CIFRE avec le groupe EY, sur handicap et entrepreneuriat. Une personne en situation de handicap, au mieux, on la voit employable. Pourquoi on ne la verrait pas entrepreneuriable? Et vous savez très bien, comme moi, qu'il y a des chefs d'entreprise, Didier Roche, par exemple, restaurant dans le noir, qui sont des entrepreneurs emblématiques et qui ont un handicap, et qui font de cet handicap, je dirais, quelque chose qu'ils transcendent. Donc on voit bien que la question de la santé, la question de l'entrepreneuriat, ce sont des questions qui ont rarement été évoquées et qui sont pourtant essentielles. Alors qu'étudiez-vous, Olivier Torres? Bien, ce que j'étudie, c'est ce que je vais appeler, d'un terme que j'ai évoqué l'an dernier, je ne vais pas y revenir, la salutogénèse. Alors bien sûr qu'il y a une pathogénèse. Bien sûr, quand on est entrepreneur, il y a du stress, l'incertitude du carnet de commandes, la solitude des dirigeants, je dirais également le stress. Mais heureusement, il y a aussi des facteurs qui sont bons pour la santé. Et pour ceux qui étaient là l'an dernier, rappelez-vous, j'avais évoqué, je dirais parmi ces facteurs, la maîtrise de son destin, être maître de son destin,
c'est bon pour la santé, par opposition à celui qui est fataliste. Voilà, si je réussis, c'est grâce à moi. Et si j'échoue, j'assume. Alors ça, c'est extrêmement important, parce que ça nous ramène au sujet du rebond. Le deuxième facteur, c'est l'endurance, le hardiness. Je tombe, je me lève. Je retombe, je me relève encore. Et on ne voit pas là la question du rebond? Eh bien, sachez que ça, c'est bon pour la santé. Et le troisième facteur que j'avais évoqué avec vous l'an dernier, c'est l'optimisme. Les optimistes vivent mieux plus longtemps que les pessimistes. Et j'avais évoqué d'ailleurs les différences qu'il y avait entre les anxieux et les anxiogènes. Je ne vais pas y revenir. Ce que je souhaiterais, puisque mon temps est déjà écoulé pour moitié, c'est évoquer quelques règles, quelques grands principes. C'était à la demande de Dimitri Pivot, qui me fait l'amitié de m'inviter aussi ce matin. C'est quelles sont les grandes règles, je dirais, de management, d'entrepreneuriat, qu'on peut esquisser à partir de l'étude de ces facteurs salutogènes. Et d'ailleurs, je vous le dis, les facteurs salutogènes, il y en a 38. Alors, je ne vais pas vous égrener la liste à l'après-vert, mais si vous êtes intéressé par cette liste-là, ben, vous tapez l'Observatoire à Maroc, vous tomberez sur notre site et vous finirez bien par trouver une de nos publications sur ces facteurs dits bons pour la santé. La sagesse, c'est bon pour la santé. La politesse, c'est un facteur salutogène. L'estime de soi, etc. etc. Alors, je dirais, quelles sont les quelques règles que j'ai pu observer. Le premier point qui est extrêmement salutogène, c'est agir et ne jamais subir. C'est comme ça un peu que je résume, je dirais, cette règle de la maîtrise du destin. Les psychologues diraient le locus of control interne, de manière plus technique. Mais agir et ne jamais subir. Et là, on s'en est rendu compte le jour où je me suis particulièrement intéressé à la question du stress. Et là, permettez-moi de dire une chose. Trop souvent, encore aujourd'hui, j'entends des entrepreneurs qui me disent « Mais moi, j'ai besoin de stress. » Voire même, j'aime le stress. C'est ce qui me fait aller de l'avant. Et il y a une vieille théorie. Et bon sang, il faut lui tordre le cou. Il y a une vieille théorie, et je l'entends encore souvent, même des fois à la télé, de la part de spécialistes qui disent « Il y a un bon stress et un mauvais stress. » C'est la vieille théorie de Harvard qui dit en anglais le eustress et le distress. Le stress euphorique et le stress dysfonctionnel. Permettez-moi de vous dire qu'il n'y a pas de stress positif. Et d'ailleurs, si le stress était si positif que ça, eh bien, tiens, moi, je vais me risquer à vous donner un conseil. Stressez vos clients. Stressez vos collaborateurs. Stressez vos conjoints. Stressez vos voisins. Vous verrez si c'est si bien que ça. Non, il n'y a pas de stress positif. En revanche, la bonne théorie, c'est ce qu'on appelle stress endurance et stress challenge. Si vous voulez, le stress choisi, le stress subi. C'est quoi le stress choisi? C'est moi à l'instant où je vous parle devant vous. Bien évidemment que je suis stressé. Et toute personne qui prend la parole, je suis universitaire depuis 31 ans, j'ai peut-être l'habitude de prendre la parole, mais je suis toujours stressé. C'est normal. Ça serait, je dirais même, la moindre marque de respect à votre égard. Mais qui m'a obligé ce matin d'être devant vous? Personne. J'ai accepté d'être devant vous. C'est donc du stress choisi. Exemple de stress subi. Je ne vais pas aller très loin. Hier, j'avais donc une conférence à Tours, j'habite à Montpellier, et donc à 7h18, j'étais à la gare. Ça m'a marqué. Et ça, il faut que je vous le dise. Et j'imagine que ça vous arrive des fois d'aller à la gare. Et alors, j'ai entendu cette phrase, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendue. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Ouais, vous l'avez déjà entendu, cette phrase? Alors, je vais vous dire, quand ça commence comme ça. Hein? Non, mais alors attendez, parce que j'étais attentif. Parce que, bon, il balancerait cash. Mais non, la phrase, elle est longue, hein, vous n'avez pas remarqué? Moi, hier matin, c'était « Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. En raison d'une sortie tardive du dépôt. » Alors là, à 7h18 du matin, allez savoir ce que signifie une sortie tardive du dépôt. Hein. À mon avis, le cheminot, il ne s'était pas levé. Dans le langage diplomatique SNCF. Mais enfin, bref. Et alors, c'est le train numéro 5874, en provenance de Perpignan et à destination de l'île Europe, prévu initialement à 7h18 sur le quai numéro 2 et prévu avec un retard de 5 minutes.
Ah, les cons. Oui, vous rigolez, mais... Non, il faut leur dire à la SNCF qui balance cash le résultat, quoi. Parce qu'ils ont eu le temps de me faire cuire à petit feu. Eh bien, ça, c'est du stress subi. Parce que là, vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre. Et vous l'avez remarqué comme moi, parce que je suis un grand utilisateur de la SNCF, que très souvent, quand le retard est annoncé avec approximativement 5 minutes, ça se termine par quelque chose qui grandit. Alors là, en matière de retard, ils n'hésitent pas à faire de la croissance. Mais agir et ne pas subir. Et donc, le jour où on a mesuré stress subi et stress choisi, eh bien, on s'est rendu compte que la différence fondamentale, c'est que les deux stress sont délétères. Bien évidemment, il n'y a pas de stress positif. Même le stress choisi finit par user l'organisme et par créer de la négativité, mais de manière moindre. Et pourquoi le stress choisi est moins nocif que le stress subi? C'est qu'il a une particularité, le stress choisi, c'est qu'il génère de la satisfaction au travail. Et la satisfaction au travail, c'est un élément, je dirais, fondamental qui change tout. Et le jour où on a suivi des centaines et des centaines de cohortes de chefs d'entreprise, où on a mesuré nos échelles de mesure, le stress subi, le stress choisi, on s'est rendu compte de quoi? Eh bien, et c'est heureux, que les entrepreneurs étaient davantage en stress choisi qu'en stress subi. Et ça, c'est une règle fondamentale. Agir et ne jamais subir. C'est la raison pour laquelle je dis toujours, ne relevez pas vos emails le soir avant de vous coucher. Parce que si jamais vous avez une mauvaise nouvelle, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez perdre votre sommeil. Vous aurez perdu à cogiter, à ruminer, alors que vous auriez appris la même mauvaise nouvelle, mais au petit matin, vous aviez une journée entière pour agir. Et très souvent, ça suffisait pour gérer le problème. Agir et ne jamais subir. Première règle salutogène. Deuxième règle salutogène. C'est ce que j'appellerais s'aimer et aimer les autres. Ce qu'on appelle le self-esteem, l'estime de soi. Sachez que c'est un élément extrêmement important. Les gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes ne peuvent pas aimer les autres. Hein, je suis pourri et le monde avec. C'est terrible. Alors quand je dis ça, vous l'aurez bien compris, s'aimer soi-même jusqu'à un certain point. Non, mais parce qu'il y en a, alors, c'est Arnaud Montebourg. Vous voyez, fait bon. Non, mais bon, quand on le voit de loin, on a l'impression qu'il s'aime beaucoup. Non, c'est s'aimer soi pour aimer les autres. Mais on voit bien que c'est extrêmement important et que cette notion d'estime de soi est un facteur salutogène. Le jour où on a pris des échelles de mesure, alors on a pris ça de la psychologie, et on a pris des échelles d'estime de soi, on a corrélé ça chez les entrepreneurs avec des indicateurs de santé physique, de santé mentale, évidemment, à chaque fois, on a des corrélations extrêmement positives. Et donc je crois que quand on est un entrepreneur, c'est extrêmement important, et vous le savez, pas que de s'aimer que soi, parce que l'ego est parfois un élément qui peut être à la fois un moteur et puis un moteur ravageur. Mais s'aimer pour aimer les autres, ça c'est une dynamique extrêmement positive et extrêmement salutogène. Troisième facteur, et je terminerai peut-être là, parce que le temps est peut-être écoulé, c'est ce que j'appelle le penser grand. Le penser grand. L'ambition. Être ambitieux, c'est bon pour la santé. Alors là aussi, toujours, avec un certain point, et une certaine mesure, avec une certaine limite. Mais ce que d'ailleurs les psychologues appellent la grandiosité, qui d'ailleurs est un des déterminants du narcissisme. Mais je ne parle pas ici des pervers narcissiques, qu'il faut fuir absolument. Mais les entrepreneurs, et là, avec l'équipe de Rotterdam et le professeur Roy Turek, on a fait des tas de mesures sur le narcissisme, on a pris des tas de variables sur l'entrepreneuriat, je peux vous dire que c'est corrélé. Que ce soit l'intention d'entreprendre chez les étudiants, que ce soit l'orientation entrepreneuriale des entrepreneurs, la proactivité, la prise de risque et l'innovation, c'est extrêmement corrélé à la question du narcissisme. Et le penser grand est un élément qui est extrêmement important. C'est-à-dire que quand on crée une entreprise, eh bien, j'ai bien aimé, moi, le discours inaugural de Dominique, il a dit « on va changer le monde ». Mais il ne faut pas avoir peur de vouloir changer le monde. Parce que si vous êtes mu par ça, ben vous comprenez bien que vous êtes dans une sorte de passion, c'est même plus que la finalité, c'est la transcendance. Vous êtes porté par un objectif qui vous dépasse. Et ça, nous avons aujourd'hui apporté, avec mon équipe de l'Université de Montpellier, la preuve que cet élément-là, appliqué à l'entrepreneuriat, c'est un facteur salutogène. Et d'ailleurs, et je conclurai là-dessus, hélas, j'allais dire 3 fois hélas,
Dieu sait que la France est belle. Et je partage ce qu'a dit Dominique et Dimitri. J'aime mon pays. Et ici, à Paris, c'est ma capitale. Et partout ailleurs. Mais est-ce que vous avez remarqué, je vais dire hélas par rapport à ce que je viens de dire, le nombre d'expressions figées en France que nous avons avec le mot petit? Mais on est les champions du monde. Ça commence le petit matin. Et puis avec sa petite amie, on va aller prendre un petit déjeuner. Et puis si on est à Lyon, à Paris ou ailleurs, on va aller dans un petit resto, dans un petit bouchon. On va aller manger des bons petits plats, préparés aux petits oignons. J'en bois du petit lait. Merci petit Jésus. Est-ce que vous avez remarqué, vous tapez petit Jésus sur Google, mais c'est par millions d'occurrences. Est-ce que les Américains disent Little Jesus? Est-ce que les Américains disent Small Jesus? Non, eux ils disent Jesus the Great. Et nous on est les champions du petit Jésus. Qui habille la mode à petit prix, ou je dirais les petits prix d'Air France. On est le petit doigt. Le petit doigt il est malin, hein, mon petit doigt. Le grand doigt est dégueulasse, mais le petit il est malin. C'est extraordinaire, on est les champions du petit. Et je peux me permettre, ici, je ne le dis pas à l'université, mais vous m'en voudrez pas. Ce que je dis est peut-être moins académique, mais je l'ai écrit. En France, est-ce que vous l'avez remarqué, quand on traite quelqu'un de petit con, petit, c'est un augmentatif, hein. C'est que c'est un con de première qualité. Le grand con, le grand couillon, il n'est pas méchant, mais le petit con, on le dit en serrant les dents. Hein? Le petit con, non mais c'est extraordinaire. Et donc on voit bien qu'en France, je l'ai écrit dans la revue des psychologues, ça, j'ai répertorié plus de 120 expressions figées avec le mot petit. Vous allez dans n'importe quel restaurant, à la fin du repas, le serveur, il vient vous voir, vous dit, vous voulez un petit dessert? Mais moi je veux un gros dessert. Vous voyez? Vous avez un commercial qui va vous dire, je vais vous faire une petite ristourne ou un petit rabais. Et pourquoi il se diminue? Non. Un grand rabais. Ayez la culture du grand. Ayez la culture de la grandiosité. Ayez la culture de l'ambition, parce que je vous le dis, on en a la preuve aujourd'hui empirique, c'est bon pour la santé. Merci pour votre attention. Est-ce qu'on va enfin, au moins dans quelques temps, avoir un service de santé pour les dirigeants? C'est ça qu'on aimerait bien savoir. Comment ça se passe pour un dirigeant qui fait un burn-out, etc. Comment vous l'étudiez tout ça? Oui, j'ai dirigé une thèse là-dessus d'ailleurs. Oui, hélas, il y a du burn-out chez les dirigeants. Je vous renvoie à une étude que j'ai faite pour la Banque publique d'investissement. Nicolas Dufour m'avait demandé, parce que je suis à BPI Le Lab, et il m'a demandé de superviser une étude sur les solitudes. Et Bernard-Marie Augustin, qui fait une thèse là-dessus, pourra aussi en attester. Et je peux vous garantir qu'on a pris des échelles de solitude et que c'est corrélé au risque d'épuisement professionnel. Donc c'est vrai. Alors, moi, j'ai pris mes responsabilités en tant que président d'association, quand j'ai créé à Maroc. J'ai embauché une personne qui s'appelle Laure Chancelme, qui est une psychologue, et qui, ma foi, je dirais, à longueur de journée, reçoit des coups de fil de chefs d'entreprise, notamment nos adhérents, où on a des partenariats avec des chambres de commerce, avec des réseaux patronaux comme le MEDEF, la CPME, l'UPA, l'UNAPL. Et elle sait, cette jeune psychologue, hein, elle a 32 ans, elle sait poser les questions auprès des chefs d'entreprise que ces derniers se refusent de poser. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de fatalité. Le burn-out, c'est facile à repérer. Je vous invite à aller à une de mes tribunes que j'ai écrites sur Harvard Business Review, mais en français, sur enfin les premiers chiffres du burn-out des chefs d'entreprise. Et là, vous aurez une échelle qui est un outil de repérage du burn-out. Si vous dites 10-15 fois par jour, j'en ai marre, c'est pas bon signe. Si en plus vous dormez mal et que vous êtes fatigué, voilà un deuxième indicateur. Si en plus vous commencez à être de plus en plus déçu par vos clients, par vos salariés, par votre entourage, peut-être par la société, attention. Soyez attentif à votre écoute et attentif à votre fatigue. Et surtout, quand vous commencez à changer de mots, des fois vous dites « je me sens fatigué », puis d'un coup vous dites « tiens, souvent je me sens crevé, je me sens exténué ». Soyez attentif au champ lexical que vous employez à l'égard de vous-même. Ce sont des signaux.
Et on le dit, et je pense que APESA et les autres le diront encore mieux que moi, nous avons besoin aussi de former en France des sentinelles, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui repèrent parfois mieux que vous-même l'état de votre fatigue. Et c'est la raison pour laquelle, et je le dis notamment aux plus jeunes, syndiquez-vous. Syndiquez-vous. Peu importe, allez au MEDEF, allez à la CPME, allez au CJD, au DCF, qui ne sont pas des syndicats, mais ne restez pas seuls. Parce que justement, la capacité de savoir s'entourer est un élément déterminant de la réussite entrepreneuriale. Je n'ai pas dit s'entourer, j'ai dit savoir s'entourer. Et permettez-moi un mot que j'ai inventé, j'aime bien inventer les mots, c'est ça les universitaires, hein, ça ne coûte pas cher. Hein, Guillaume Millier dirait oui, ça ne coûte pas cher ça, hein, mais c'est le mot secondship. On parle tout le temps du leadership. On veut faire de chacun de nous des leaders. Et les seconds. Le mot second, d'ailleurs, est très souvent péjoratif. Quand on dit un second couteau, j'ai appris récemment en chimie qu'une eau seconde, c'est une eau qui est affadie. Eh bien non, il faut peut-être réhabiliter les seconds. Et le savoir s'entourer, c'est un élément extrêmement important. Qu'aurait été Platini sans Tigana et Giresse? Tiens. Ah ben dis donc, il n'y a pas que des gens de 20 ans dans la salle. Voilà. Hein, oui, exactement. Ou alors, pour le dire autrement, qu'aurait été Napoléon sans le maréchal Ney ou sans Berthier? Et pour le dire encore autrement, Jean complète Jésus. Bon, j'ai lancé un froid. Peu importe. Vous prendrez l'image que vous voudrez, mais il faut réhabiliter les seconds. Et il faudra un jour qu'on construise une théorie du second chip. Allez, j'ose même dire, un jour, j'écrirai les 10 secondements. Voilà. Il ne faut pas avoir peur. Mais parce qu'on en a besoin, parce qu'on ne sait pas réhabiliter les seconds. Et très souvent, d'ailleurs, ce sont les seconds qui choisissent le premier. Alors que très souvent, c'est le leader qui veut choisir un second à son image. C'est pour ça que ça ne marche pas souvent. Mais en PME, ça, c'est fondamental. Et donc, il n'y a aucune fatalité au burn-out. Il faut en avoir la volonté. Apprenez à le repérer. Allez télécharger l'outil de repérage sur le burn-out. Deuxièmement, syndiquez-vous, entourez-vous, adhérez à des réseaux, venez aux réunions des CCI, des CMA, des chambres d'agriculture, mais profitez des institutions PMistes. Vous savez, elles sont mises à mal ces dernières années, les institutions PMistes. Et ce n'est pas que ce gouvernement-là. Ça fait quand même maintenant un sacré bout de temps que petit à petit, on rogne sur les budgets des CCI, des CMA, des chambres d'agriculture. Or, c'est une des rares institutions PMistes aujourd'hui. On aurait l'air malin demain s'il n'y avait plus de CCI. Parce que c'est aussi grâce à vous qu'on a réussi à rassembler tout ce monde-là. Et donc, si on était hier, quand j'étais à la CMA de Tours, j'étais bien content d'avoir 100 artisans qui auraient été isolés très souvent parce que vous êtes un peu comme des chats, très indépendants. Et s'il n'y a pas quelques institutions PMistes pour vous rassembler, on ne pèse plus rien. Eh bien, ça, c'est un élément extrêmement important. Et qui est pour moi, finalement, la réponse peut-être un peu longue à la question que vous m'avez posée. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Applaudissements pour M. Olivier Torres, président fondateur de l'Observatoire à Maroc. Allez-y. Je vais prendre encore 30 secondes pour lancer un appel. L'association Maroc est la seule association du portail du rebond à ne pas être reconnue d'intérêt général. Et j'ai un rêve là aussi, c'est que l'an prochain, 2019, on va déposer un dossier pour être reconnu d'intérêt général. Je considère que la santé des entrepreneurs, c'est un sujet aussi important que la santé des ouvriers et des salariés. Ni plus haut, ni plus bas. Et donc, pour être reconnu d'intérêt général, il me faut 3 ans d'exercice, j'en ai 10, mais il me faut 300 adhérents. Vous me voyez venir? Alors, qui est partant là pour donner son soutien à Olivier Torres pour cette mission? L'adhésion, c'est 20 €, hein, mais en échange de ça, vous participerez à nos études scientifiques. Et puis, si un jour l'un d'entre vous est mal, eh bien, vous nous appelez. Et gratuitement, on vous remettra le numéro de Laure Chancelme. Et si on arrive demain à faire en sorte qu'à Maroc soit reconnu d'intérêt général, eh bien, j'aurai quand même le sentiment d'avoir réussi ma carrière universitaire. Voilà. Merci. Voilà. Donc, voilà.